C'est parti. Ok, merci Florence. Eh ben, on va se faire peut-être une petite présentation croisée avec Sophie pour démarrer, si tu veux bien. Donc Sophie, Oui. Sophie et moi, nous sommes connus grâce à la communauté Synapse. Un jour, Florence nous a dit, ben, j'aimerais bien une capsule sur la ludopédagogie. Elle avait avancé avec Sophie. Donc Sophie, en fait, elle a travaillé 15 ans dans le jeu vidéo chez Oui. Ubisoft. Par hasard, dit-elle, je ne crois pas au hasard, hein. Donc voilà, voilà, elle est dans le côté jeune, monde vidéo, addictif pour les jeunes parfois. Elle a travaillé quelques années supplémentaires dans l'industrie du software, plutôt dans des rôles marketing, expérience client et stratégie. En tout cas, Sophie, elle est convaincue que le game design, ou ce qu'on appelle la gamification, c'est un outil puissant, subtil, dès qu'il faut susciter l'engagement. Sophie est animatrice elle vit depuis 10 ans à Prague, et elle anime le club Bohemian Rhapsody, j'adore rien que le nom du club, depuis 4 ans. Donc Sophie, tu es avec nous en direct de Prague. Bonjour à tous, merci Françoise, que je vais vous présenter rapidement. Donc Françoise anime le club Finistère Ponant. Elle est formatrice et facilitatrice en intelligence collective depuis presque 10 ans. Et très rapidement, elle a introduit le jeu avec beaucoup de succès dans ses animations, convaincue à la fois de sa valeur pédagogique et de son action positive en termes d'engagement et de transformation. Et elle va nous en dire quelques mots tout à l'heure. Avec 2 complices professionnels, elle a co-créé Tilt, un jeu de plateau de co-développement. Donc, je vais lancer le diaporama. On est ravis de vous accueillir et de vous faire partager notre passion. Et on va tout de suite commencer par une courte vidéo. J'espère que ça va marcher. Qui résume un peu ce qu'on veut vous dire en fait pendant ce qu'on veut que vous reteniez pendant cette heure et demie de conversation. Alors, voilà, j'ai pas toujours trouvé les éléments en français, donc Donc là, ce que ça disait, Sophie, c'est comment on utilise plus des pots à bouteilles, c'est ça? ouais, ils ont fait un test, hein, donc ça se passe en Suède, je crois. Donc, au cours de la nuit, il y a plus de 100 personnes qui sont allées vider leurs bouteilles, alors que celle d'à côté a été utilisée 2 fois. Euh, voilà. On peut quitter maintenant, vous avez tout compris. Euh, donc l'idée, c'est d'aller explorer en fait pourquoi on joue, pourquoi on devrait jouer plus et comment on peut intégrer les éléments, les ingrédients du jeu dans notre management, nos organisations, nos équipes commerciales. Voilà. Et pour commencer, en fait, on peut dire que le jeu n'est pas du tout récent, donc ça existe depuis l'Antiquité. Là, on voit au Moyen-Âge, c'est un tableau de Bruegel l'Ancien, il y a plus de 90 jeux représentés. On dit aussi qu'en Nubie, les osselets auraient été inventés une année de grande famine et les habitants jouaient un jour et mangeaient un jour sur 2.
J'ai aussi lu que les pyramides auraient été construites par des équipes beaucoup plus petites qu'on ne pense, parce qu'elles étaient organisées en tribus et il y avait une forme de compétition ou de challenge entre eux. Et même nous, au quotidien, j'imagine que beaucoup parmi vous sont parents ou grands-parents. Qui n'a pas fait l'avion pour faire manger son enfant ou essayer d'apporter du jeu pour faire accomplir des tâches? Donc, non seulement le jeu fait partie de l'humanité depuis très longtemps, mais aussi l'utilisation du jeu à d'autres fins que celle du pur amusement. Pourquoi on devrait jouer plus? En fait, je vous invite on vous enverra ces citations. Tous les philosophes nous le disent, hein, ou les grands hommes. Dans le jeu, il y a quelque chose qui se passe voilà, qui transcende, qui nous engage. Et Françoise va nous en dire un peu plus. Oui, tout à fait, Sophie. En fait, c'est intéressant. L'autre jour, au Club Finistère Ponant, on recevait justement Pierre-Marie Diedo de l'Institut Pasteur et qui, pour ceux qui l'ont déjà reçu dans leur club, est vraiment spécialisé dans les neurosciences. Et il nous disait entre autres que ce qui différencie, entre autres, l'humain de l'animal, c'est que le ludique, hein, le jeu, est au cœur de l'esprit humain. Alors pourquoi il faudrait jouer? Parce qu'en fait, le jeu, on n'est pas juste un cerveau posé sur une machine physique, hein, qui est juste là pour nourrir un cerveau, vous le savez tous très bien. On est vraiment des individus complets et le jeu, il va amener cette approche qu'on appelle tête-cœur-corps, hein. Et donc, en fait, il va engager au niveau émotionnel, il va engager au niveau physique, hein. Et donc, le jeu est beaucoup plus complet dans l'approche, qu'on soit dans l'ancrage, qu'on soit dans l'apprentissage, qu'on soit dans l'engagement des équipes, hein. Il se passe quelque chose de comment, au niveau des sens, au niveau du cœur, au niveau du corps, hein, qui fait que le jeu utilise beaucoup plus de formes d'intelligence et beaucoup plus de formes de portes d'accès pour permettre la compréhension, pour permettre l'apprentissage, hein, et pour permettre du coup l'intégration, la transformation. Et d'ailleurs, dans le monde multi-écran dans lequel on vit, je parie qu'il vous est tous arrivé de faire quelque chose sur votre téléphone en même temps que Netflix ou la télé. Beaucoup plus rarement de faire la même chose sur votre téléphone quand vous jouez aux cartes ou aux échecs. Voilà, donc il y a vraiment cet alignement tête, cœur, corps, comme dit Françoise. Alors, comment on s'y prend? Donc là, on est obligé d'aborder un certain nombre de choses un peu rapidement, mais le but, c'est voilà, de vous transmettre une compréhension des ingrédients, des choses qui ont déjà été abordées dans des capsules Synapse précédentes. On va passer rapidement et rentrer un peu plus sur le cœur du sujet. Donc ça, voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues avec Sama Karaki ou Vincent Delourmel. Notre mémoire, et donc Laure posait une question au début, notre mémoire est défaillante, hein, on oublie, plus le temps passe. Notre perception, elle est subjective et à ça s'ajoute le filtre culturel. Donc j'imagine qu'ici, tout le monde reconnaît Astérix et Obélix, peut-être un peu plus difficilement les Simpsons et peut-être encore plus difficilement South Park, mais aux États-Unis, ce serait l'inverse. Et puis, notre attention, elle est limitée, elle est sélective. C'est sur ça que jouent les prestidigitateurs, hein, les illusionnistes. Et je vous invite à chercher, si vous ne le connaissez déjà, l'expérience du gorille, qui montre bien à quel point notre attention, elle est sélective. Là, je vais vous parler un peu du jeu vidéo, mais ensuite, on élargira sur le jeu en général. Le jeu vidéo, en fait, il a des façons intéressantes de répondre à ces limites du cerveau. L'une d'elles que je montre ici, c'est ce qu'on appelle le HUD ou le HUD. C'est tous ces éléments en fait qui viennent entourer l'écran, qui ont l'air super compliqués, mais dont vraiment l'objectif est de réduire la charge mnésique, de ne pas avoir à se souvenir de quoi que ce soit et de tout avoir à la portée de main. Donc ça, c'est une chose qui est importante, que les jeux feront bien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur ces éléments et beaucoup de tests de perception pour valider que l'intention du designer, quand il représente quelque chose et qu'il veut que le joueur comprenne ce que c'est, et ben que derrière, le joueur il comprend effectivement la bonne chose et c'est pas toujours le cas.
Un autre élément très important du jeu vidéo, c'est les grands principes de design. Donc, je ne m'attarde pas, mais voilà, que les designers dans votre équipe doivent les connaître, de comment le cerveau fonctionne et associe la proximité des formes, des couleurs. Et voilà, ça, c'est des choses assez admises. Et puis, en particulier, ça, j'aime beaucoup, c'est l'idée que la fonction fait la forme. Et donc, ça, c'est les super pouvoirs de Mario Kart, sur lequel il y a un travail de design incroyable pour que le joueur comprenne à quoi ça peut servir et comment l'utiliser. Et puis, un dernier élément très important du jeu vidéo, c'est tout ce qui est apprentissage, courbe d'apprentissage, tutoriel, comment on, on introduit les ingrédients de difficulté petit à petit, en toujours s'assurant au départ qu'il y ait un endroit sécurisé, un safe place, 5 minutes où on ne peut pas mourir en manipulant quelque chose de nouveau avant d'attaquer quelque chose de plus difficile ou l'intégration d'une nouvelle habilité. Donc, toute cette idée d'apprentissage, de progression, d'endroits sécurisés. Donc, ça, voilà, ça, c'est le récapitulatif, c'est les réponses du jeu vidéo à ces trois limites de mémoire, d'attention et de perception. En revanche, il y a une limite supplémentaire et c'est peut-être celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la motivation. C'est voilà, qu'est-ce qui engage. Et donc, on va s'attarder un petit peu plus sur ces éléments-là. Alors, dans la mesure du possible, j'ai mis des éléments en français, mais il y a quelques éléments, quelques mots de vocabulaire dont la traduction française, en tout cas, moi, me convient pas, notamment fun. Donc, on pourrait traduire par amusement, mais comme vous allez le voir, c'est pas forcément futile. Et dans amusement, il me semble qu'il y a un petit peu plus de futilité. Donc, je garde fun volontairement. Reward, on peut traduire par récompense, mais c'est aussi récompense et punition. La motivation intrinsèque. Donc, le fun ou les fun. Quand on pense au jeu, on a tendance à penser à l'amusement immédiat, facile, prendre du plaisir tout de suite. Et c'est ce qui est ici appelé le easy fun, donc le fun facile. Mais il y a d'autres formes de fun auxquelles on pense peut-être moins souvent. Il y a le hard fun qui est le fun de la difficulté qui nous fait, quand on surmonte quelque chose, faire ce geste typique et où même dans l'échec, on prend du plaisir parce qu'on sent qu'on progresse. Il y a le fun d'être avec les autres. Donc celui-là, a priori, on le connaît bien dans les clubs APM. Et puis, il y a celui-là qui est peut-être un peu moins accessible, qui peut être le fun de la répétition, des mots croisés, des puzzles. Voilà, donc il faut penser à toutes ces formes de fun. Il y a d'autres façons aussi de regarder, donc je ne rentre pas dans les détails, mais voilà d'où peut venir le plaisir et d'où peut venir le fun. Et ça résonne aussi avec une classification des joueurs qui a été faite dans les années 90 et c'était les joueurs un jeu qui s'appelle World of Warcraft, qui est un jeu de rôle multiplayer online massif. Je ne sais pas si certains sont joueurs parmi vous ou pas. Donc, et c'est comme toutes les tests de personnalité, donc on n'est pas tout l'un ou tout l'autre, on est sans doute un assemblage de différentes caractéristiques, mais ce que monsieur Bartel a identifié, c'est que les joueurs, quand même, il y avait ces 4 tendances. Le killer, c'est celui qui veut être meilleur que les autres. Et ça, on en trouve plutôt souvent dans les équipes commerciales. Le achiever, c'est il ne veut pas nécessairement être meilleur que les autres, mais il veut avoir tout accompli, il veut avoir coché toutes les cases, fait toutes les étoiles. Donc, il y a vraiment la notion d'accomplissement, mais moins par rapport aux autres.
les socializers, donc c'est ceux qui sont avec les autres, et les explorateurs qui vont trouver leur plaisir dans l'exploration, dans la découverte. Donc j'ai été partout, j'ai ouvert toutes les portes. Donc on a ces 4 composantes et ça c'est pas directement corrélé au fun, mais il y a quand même des choses qui résonnent. Ça, c'est pour le fun. Ensuite, il y a les récompenses. Donc, de la même façon que fun, on a tendance à penser à une chose, les récompenses, on a aussi tendance à penser à une seule chose. Or, il y a une variété de rewards possibles qui est quasi infinie. Là, je vous montre, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès il y a une dizaine d'années. C'était Foursquare, où on disait je suis à tel endroit et je check-in à tel endroit et puis au bout d'un moment, je peux devenir le maire de tel endroit, donc un bar ou un restaurant, peu importe. Et puis aujourd'hui, ça n'existe plus ou quasi plus. Mais sur les rewards, voilà, est-ce que la récompense est attendue ou inattendue? De quoi elle dépend? Est-ce qu'elle dépend du démarrage d'une tâche ou de la complétion d'une tâche ou de la performance dans la tâche? À quelle fréquence? Est-ce que c'est un ratio continu? Enfin, voilà, il y a plein de choses à explorer. Est-ce que la récompense est tangible ou intangible? Et parfois, un petit coup sur l'épaule disant tu as fait un super boulot, ça peut être plus puissant qu'une prime ou pas. Ça dépend du contexte économique, j'imagine. Voilà. Et puis les récompenses, voilà, est-ce qu'elles sont construites dans le temps, liées à des objectifs qui ne sont pas seulement court terme, mais qui sont long terme, etc., etc. Donc, variété possible de récompenses avec un warning, je sais pas comment on dit. C'est quand on a des récompenses attendues voilà, à intervalles variables, c'est ce qui peut conduire à l'addiction. Et autant on est toutes les deux avec Françoise convaincues de la puissance du jeu, mais encore une fois, c'est subtil et il faut faire attention voilà, aux limites de tout ce qui est manipulation, addiction, etc. Ça, c'était pour les rewards. Et pour le dernier point, c'est sur la motivation intrinsèque. Vous connaissez peut-être la théorie de l'autodétermination, donc qui a identifié 3 éléments, 3 piliers pour déclencher la motivation intrinsèque. C'est la compétence, l'autonomie et l'affiliation. Euh, donc, la compétence, c'est vraiment montrer le sens du progrès, et ça, le jeu vidéo le fait extrêmement bien. On sait toujours où on est, d'où on vient, où on doit aller. Et le jeu vidéo et les jeux de plateau, où on doit aller, où est-ce qu'on en est notre progression, où sont les autres, combien de points il faut rattraper. Donc tout ça, c'est ultra important pour développer le sens de la compétence. Et d'ailleurs, là c'est un tableau de game design. Le métier de game designer, c'est pas j'ai de l'imagination et j'invente des trucs, c'est beaucoup je construis la courbe de difficulté, l'intégration des nouvelles habilités, la mise en situation immédiate de ces nouvelles habilités, etc., etc. L'autonomie, ça, à mon sens, c'est peut-être le plus difficile, c'est donner un sens du contrôle aux joueurs, hein, ou aux collaborateurs. Et le sens du contrôle, ça vient par des choix intéressants. Et des choix intéressants, c'est pas forcément une multitude de choix. Donc, voilà, c'est des choix qui sont engageants, qui ont du sens, qui quelque part disent qui je suis quand je fais ce choix. Donc, de la même façon, le jeu le fait bien. Là, je trouve que ça illustre très bien. Voilà, est-ce que je préfère être sûr d'arriver à l'heure, pas avoir trop de danger sur ma route pour sauver la princesse, ou est-ce que je suis un peu casse-cou et je prends des risques, mais finalement, ça me convient à moi. Enfin, l'affiliation, ça s'articule autour de 2 éléments. Le sentiment d'appartenance, donc ça c'est tout ce qui est collaboration, coopération, équipe, réseau, communauté, et puis l'idée du bien de la cause qui me dépasse. Donc ça, il y a par exemple aussi beaucoup de ce qu'on appelle les serious games,
ou les jeux sérieux, où par exemple, on peut participer à l'identification des étoiles, on regarde des photos. Ah bah, je l'ai mise là, ouais. On dit si c'est rond, ovale, de quelle couleur c'est. Et en fait, on participe à la recherche. Il y a aussi des choses comme ça sur des molécules. Voilà. Euh, voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite, mais ça, c'est une façon de le résumer encore une fois au travers du prisme du game design. Ce qui est super important pour faire un bon jeu, pas pour faire juste un jeu, pour faire un bon jeu, c'est ces éléments, des objectifs et des règles claires et des signes réguliers, où t'en es, le sens du progrès, ces choix intéressants, ces choix qui engagent. Ça, je trouve que c'est très important dans l'entreprise, les nouveaux arrivants qui sachent qu'ils ont une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois pour faire des bêtises sans qu'il y ait de sanctions, ou voilà, qu'il y ait cet espace sécurisé d'expérimentation avant de comprendre les règles un peu plus fines. Et puis des récompenses, peut-être ce que je n'ai pas dit pour conclure la partie récompense, c'est que les récompenses, voilà, c'est pareil, il faut qu'elles aient du sens. Il faut qu'elles soient comme je pense quand on punit ou qu'on récompense un enfant, c'est bien que ce soit lié à l'attitude qu'il vient d'avoir ou qu'on attend qu'il ait. Donc, de la même façon, si les récompenses elles peuvent être liées à ce qui est important pour la personne, ce qu'elle a envie de développer, etc., c'est gagné. Enfin, en tout cas, une bonne partie du chemin est fait. Euh, voilà pour une partie un peu plus jeu vidéo, et je vais laisser la parole à Françoise, parce que finalement tous ces éléments, ils se traduisent aussi dans l'aspect plus apprentissage et ludopédagogie. Merci Sophie. Alors oui, effectivement, Sophie, toi, tu viens de ce monde, effectivement, du game design, du monde du jeu vidéo. Et moi, je suis dans le monde du jeu physique, du jeu que l'on palpe, du jeu qu'on a on a entre les mains. Et quand on parle vraiment, entre autres de ludopédagogie, donc le fait d'apprendre par le jeu, et donc, effectivement, ce qui est important de comprendre, ce n'est pas le jeu qui est l'objectif en soi dans la ludopédagogie, c'est juste une approche pédagogique qui fait qu'on va s'approprier des concepts et des compétences en se mettant dans un univers de jeu. Alors, ce qui est intéressant dans l'univers du jeu, quand on va l'utiliser en présentiel, hein, c'est qu'effectivement, Sigmund Freud a dit l'opposé du jeu n'est pas le sérieux, c'est la réalité. Le premier principe, c'est partir du principe, il y a une situation professionnelle et on va utiliser le jeu pour un espèce de créer un parallèle, cette situation, un espace en fait sécurisé. Et ça, c'est le préalable à tout, c'est la sécurité. Le jeu, il va permettre cet espace de jeu de mettre les personnes en sécurité psychologique, donc en possibilité d'expérimentation, de le côté du droit à l'erreur, d'apprendre en faisant et en se trompant. Et ce qui va être important dans l'utilisation du jeu en entreprise, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans un séminaire d'équipe, parce que ce n'est pas toujours en apprentissage, c'est que on crée ce monde parallèle qui est ce monde sécure, qui donne le droit à l'erreur, et que ça ne prend du sens qu'à partir du moment où on fait un lien entre ce monde d'à côté et la réalité du quotidien des participants. Donc la ludopédagogie, finalement, c'est je crée un espace d'apprentissage et de droit à l'erreur sécurisé, tout en faisant le lien pour que quand je reviens dans mon quotidien professionnel, j'ai ancré quelque chose, il s'est passé quelque chose, j'y ai mis du sens. Et en fait, ce qui est intéressant, on se disait avec Sophie, quand elle disait tout à l'heure, Sophie, parfois j'ai laissé des mots anglais. Il y a quelque chose qui est un peu dommage en français, là où pourtant notre langue est extrêmement riche, c'est que derrière le mot jeu, il y a souvent un préjugé négatif et ça ne fait pas sérieux, justement. Et en fait, derrière le jeu en anglais, il y a le game et il y a le play. Et le play, effectivement, nous le disait encore Pierre-Marie Lido l'autre jour, c'est que le play, oui, les animaux, ils sont dans le play, mais ils vont jouer 5 minutes, ils vont s'amuser, ils vont un peu se patouiller entre eux, le jeu va un peu jouer. On est dans le play, celui qui ne dure pas très longtemps et qui n'a pas complètement d'enjeu, si ce n'est le plaisir du moment. Et quand on est dans le game, et c'est bien ce qui va faire la différence, je te laisse passer peut-être à la suivante, Sophie, pour la slide, c'est que dans le game, il va y avoir une notion d'engagement, d'objectif, de stratégie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans ce côté réfléchi, conçu, travaillé, d'une part, il y a un objectif à chaque fois.
Et dans la stratégie, il y aura de la stratégie parce qu'il y a des choix d'action, parce qu'il y a des contraintes. Et donc, cette notion d'autonomie dont parlait Sophie tout à l'heure, on va aussi la trouver avec du sens. Et avec du sens, et c'est important. Alors, j'ai choisi. Alors, moi, j'utilise, comme je vous l'ai dit, beaucoup la vidéopédagogie, que ce soit dans l'apprentissage, dans les formations, mais aussi dans les animations de séminaires d'équipe. J'ai choisi 2 exemples qui sont dans le jeu de cartes, dans le jeu de plateau, sachant que parfois, je vais faire des animations dans des jeux qui sont dans l'engagement physique et émotionnel. Et comme je vous ai, le plus intéressant à retenir, c'est que ça doit toujours faire un sens, un lien avec l'environnement professionnel pour que ce soit acceptable et que justement, ce ne soit pas, on a juste passé un moment, mais ça servait à quoi? Et donc, en fait, faire ce lien. Alors, je vais vous proposer un premier jeu que j'utilise depuis longtemps, qui s'appelle un jeu de cartes, qui s'appelle Réclame à jeu, et que j'utilise, en fait, c'est un jeu de communication que j'utilise dans le cadre de la relation client. Et je l'utilise depuis 7 ans maintenant avec les conseillers de relations clientèle d'une grande banque en ligne. Et en fait, pourquoi ce jeu, il a pris tout de suite en formation? C'est parce que, en fait, je vais vous donner quelques ingrédients qui font que le jeu fonctionne. Il y a d'abord, par le jeu, on a des notions de hasard et de surprise. Quand on va tirer une carte, eh bien, toujours il y a une notion de surprise, on ne sait pas, on ignore le contenu, et du coup, ça va maintenir à la fois de l'attention, ça maintient du suspense. Il y a toujours ce côté de je reste engagé, quelle carte je vais tirer moi, qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce qui arrive à mon voisin quand c'est son tour de tirer la carte. Et en fait, chaque carte en tant que telle est déjà une forme de défi qui crée du challenge. Et à la manière dont moi je l'utilise, l'objectif, c'est toujours de créer de la coopération. Vous voyez sur le dessin, par exemple, il y a des jetons de type casino. Le jeu, il peut être utilisé dans la compétition. Alors moi, je considère que ça enlève un peu de la sécurité, du droit à l'erreur, la compétition. Donc moi, je l'utilise plutôt dans le côté coopération, c'est-à-dire que les jetons, ils viennent dans, en fait, la contribution, la réponse que tu as apportée. Moi, elle me fait grandir, elle m'apprend quelque chose que je peux transposer demain dans la relation client. Donc, c'est plutôt le reward de merci pour ta contribution, tu me fais un peu grandir, tu m'apportes quelque chose. Et du coup, ça bonifie. On est dans le principe dans la coopération, chacun tire une carte, chacun apporte une réponse, et en fait, le collectif essaie de bonifier les réponses, et plus elles sont bonifiées, plus le collectif va gratifier. Donc, c'est très engageant, et ça permet de maintenir le niveau d'engagement. Avec le jeu de cartes, il y a la progressivité de la personnalisation, et ça, c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire qu'au début, ce qui est proposé par les cartes, ce sont des situations de la vie courante, des situations banales. Alors là, dans ce jeu-là, de la relation commerciale ou la relation client. Mais ce qui est important, c'est qu'au début, on ne rentre pas d'entrée de jeu dans la situation professionnelle habituelle. Parce que tout de suite, ça met la pression, le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si je n'ai pas la bonne réponse, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et donc, ça crée une forme de stress interne, alors que quand on va adresser une situation d'un rendez-vous professionnel avec un opérateur, en tant que particulier avec un opérateur de téléphonie, tout le monde est capable, a vécu cette situation, tout le monde est capable de transposer. Et ensuite, seulement, on dit, voilà, et dans votre situation professionnelle, ça pourrait donner quoi? On commence à faire le lien, mais on commence toujours dans des situations sécures qui donnent ce droit à l'expérimentation, ce droit à l'erreur, et puis et qui permet une progressivité dans l'apprentissage. Et enfin, ce qui est important dans le jeu, ce que je vous propose à travers ce jeu-là, c'est aussi le côté feedback immédiat. Et ça, on le retrouve dans le jeu vidéo. C'est tout de suite, on l'a vu dans Mario Kart, là, toutes ces gratifications qui arrivent. Le jeu, il permet tout de suite de dire, voilà, par les jetons qui sont posés, oui, ça a de la valeur, oui, ça apporte quelque chose. Ça permet à chacun de s'auto-évaluer sans être dans le jugement. Et parfois, effectivement, c'est juste de se rendre compte que ça n'a rien apporté, ou comme tu disais, dans les rewards sont parfois sont plutôt négatifs dans le jeu vidéo. Parfois, c'est de se dire, là, j'irai peut-être chercher autre chose, comment on peut le faire. Donc, les notions de hasard, les surprises, les notions de progressivité, les notions de feedback sont des ingrédients essentiels. Alors, dans le jeu, évidemment, et je dirais même parfois dans le bon sens, on va dire, de management. Donc ça, c'est un premier exemple de comment utiliser le jeu dans cet espace d'à côté pour le ramener ensuite dans le contexte professionnel. Et puis, il y a un autre exemple que je vais vous partager, qui est donc ce fameux jeu Tilt. Alors, Tilt, c'est un jeu de plateau de co-développement que j'ai co-créé avec 2 complices professionnels au travers d'une association qui s'appelle le Bac à Sable.
En fait, on s'était rendu compte toutes les trois, on est animatrice de co-développement depuis bien longtemps, et on s'est rendu compte que quand on animait des co-développements chez nos clients, c'était génial, ils adoraient, on faisait un cycle de co-développement. Puis quand on lâchait le client, en fait, le co-développement ne se poursuivait pas chez le client, dans l'entreprise, parce qu'il y avait un manque d'appropriation. Le côté, on se repose beaucoup sur l'animatrice, et en même temps, le processus était très cognitif, très mental. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment on le rend beaucoup plus accessible, comment on passe la main beaucoup plus rapidement à l'animation aux participants, comment on les rend autonomes. Et donc, on a créé ce jeu de plateau qui est assez, je dirais, qui est vraiment très chouette. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'une part, quand vous mettez un plateau, vous mettez physiquement des gens autour d'un plateau, en fait, les gens, ils sont déjà à égalité de niveau autour de la table. Et puis, quand il y a le plateau au milieu, il y a un engagement physique, il y a un engagement de disponibilité mentale, il se passe quelque chose dans le côte à côte et dans l'équité. Et le fait de poser le plateau, de se mettre tous ensemble autour de la table, en fait, c'est un peu comme on va jouer une séance de codev, on va jouer une partie, entre guillemets, de codev. Il y a un engagement naturel qui se fait en dehors de toutes les distractions extérieures. Les téléphones, ils disparaissent. Oui, Sophie? Excuse-moi, vous voyez toujours l'écran? J'ai un petit souci, moi. Oui, Vous oui, c'est voyez bon, toujours la présentation? C'est bon? OK. c'est bon. Merci, Sophie. Donc, Oui. il y a une notion d'engagement et il va y avoir une fluidité avec une appropriation rapide. En fait, tout le monde se met autour du plateau. Le parcours, les 6 étapes du co-développement, elles sont exprimées, elles sont visibles sur le plateau. Et tu disais tout à l'heure, Sophie, l'intérêt effectivement de tout ce qui est à côté, c'est de réduire la charge mentale, la charge mésique et mentale, et que tout est à disposition. Donc, en fait, le processus, il est complètement visible. On n'est pas en train de se dire, ah ouais, on est où, c'est quelle étape, on est où, on n'est pas perdu dans le co-développement. Et du coup, il y a une appropriation très rapide du processus par les clients, par les consultants. Et puis l'animateur, lui, il va avoir une capacité d'appropriation de l'animation du co-développement qui va être beaucoup plus rapide. Et puis, évidemment, il va y avoir de la stimulation sensorielle. Dans Tilt, il y a des cartes. Il y a des cartes qu'on va venir poser à chaque étape. Il y a des cartes pour le client pour affiner le contrat en 3e étape. Il y a un sablier. Il y a un sablier qui régule les temps, et puis c'est visuel, c'est bienveillant, c'est pas on coupe pas la parole, on montre juste que le temps est en train de s'écouler, qu'il faut peut-être être plus précis, le groupe doit peut-être s'auto-réguler, et le fait de poser des cartes va entraîner cognitivement quelque chose d'intéressant. Et alors ça, je m'en suis même rendu compte grâce à Pierre-Marie Lédo l'autre jour. Sophie, je te laisse peut-être passer l'autre slide. Non, allez là, voilà. En fait, vous avez à droite ce jeu de plateau. Et déjà, quand on a profité de comment on a eu l'opportunité, juste avant Montpellier, que Claude Champagne vienne avec nous une journée et qu'il l'expérimente pour de bon, ce jeu Tilt. Et déjà, Claude Champagne nous avait dit, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, il y a donc des cartes OK là, qui sont sur le parcours. Et il nous avait dit, Claude Champagne, moi j'aime beaucoup le fait qu'à la fin de chaque étape, on vient poser une carte, ça veut dire qu'on clôt vraiment cette séance. Et comme on sait dans le co-développement qu'il y a ces temps de parole, on écoute, on parle, on ne s'interrompt pas, et bien ça clôt chaque étape. Donc Claude, il avait déjà mis en avant, j'aime beaucoup cette phase de clôture. Et moi, l'autre jour, j'ai fait le lien avec ce que nous a dit Pierre-Marie Lédo, et je reprends donc le schéma qui est à gauche, où en fait, on a ces temps du cerveau, ce temps que quand le cerveau il veut apprendre, il est concentré, il est attentif, c'est chouette, et en même temps, c'est très énergivore. On est dans des ondes de 40 Hertz, et il nous disait bien, tous les 12 minutes environ, il faut basculer dans le mode un peu plus automatique, ne serait-ce que quelques secondes, 5-10 secondes, pour régénérer un petit peu le cerveau et pouvoir repartir dans ce niveau attentif. Et en fait, le lien que j'ai fait, c'est que quand on pose la carte OK à la fin de chaque étape, en fait, on libère le cerveau de cette énergie 40 Hz pour revenir dans quelque chose qui est un rituel, qui est un automatisme et qui permet de se remettre dans la concentration derrière. Donc, en fait, derrière quelque chose, vous voyez, on est dans un parcours, on a le visuel qui ancre, on a du kinesthésique avec les cartes, on a réduit la charge mnésique, on est beaucoup plus engagé. Et bien, en fait, on va faciliter par un jeu de plateau et l'appropriation et l'envie de jouer et le temps consacré au co-développement. Et donc, pour conclure un petit peu sur ces expériences que je partage un petit peu avec vous, si tu veux bien mettre la dernière slide, Sophie. Finalement,
finalement, si on résume un petit peu tous ces bénéfices du jeu, la première chose, c'est qu'il rend acteur. Et on sait très bien que l'engagement par l'action, bah, c'est déjà intégrer, c'est rester attentif, hein, et puis c'est ancré par les apprentissages. Le jeu, il amène de la fluidité, il amène du rythme, il y a toujours des étapes dans le jeu, il y a toujours des différents points d'accroche. Et puis, c'est surtout qu'il autorise le test et l'échec. Je vous parlais de cet espace sécurisé à côté. Et pour moi, ça, c'est fondamental. On n'est pas, quand on est dans le jeu, il n'y a pas de conséquences dans la réalité. Par contre, on crée des automatismes par certains jeux où on crée des réflexes qui vont pouvoir se transposer dans la réalité, dans le contexte professionnel. Donc, c'est vraiment cet espace d'expérimentation sécurisé qui est très important. Il va renforcer la mémoire naturellement par effet de répétition, par la surprise, par les émotions. Tout à l'heure, il y avait cette question, il faut répéter combien de fois? Bah, si l'émotion est super intense, il y a besoin de moins de répétition que s'il n'y a pas d'émotion. Donc l'approche multisensorielle, on connaît aujourd'hui le principe des intelligences multiples qui fait qu'on n'a pas les mêmes canaux d'acquisition les uns les autres. Donc le jeu, il multiplie en fait les portes d'entrée. Et alors, ce que j'adore, moi, c'est qu'il développe vraiment la coopération entre elles, parce que je ne le mets pas dans la compétition, dans ma manière de l'amener dans mes animations. C'est la coopération entre elles. Et puis, c'est surtout l'énergie positive, l'humour qui naturellement émerge dans le jeu, qui font bah, qu'en fait, généralement, les gens ils disent « Ah, mais je n'ai pas vu passer le temps, je n'ai pas vu passer la journée, c'est pas vrai que c'est déjà fini. » Et qu'en fait, il y a vraiment eu un moment où en fait, on est dans le flow avec le jeu. Voilà un petit Ouais. peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci Françoise. Effectivement, on est dans le flow, cette idée de la difficulté qui est toujours adaptée à on va pouvoir y arriver. Mais on n'a pas fait de petit reset au bout de 12 minutes, hein, donc Ah. on va peut-être faire un petit reset maintenant. Peut-être si vous avez des questions avant qu'on passe à un petit exercice, un petit cas pratique. Pas de questions? Je ne vois pas le chat. Je pense que je dois. Hop. Pas de questions. Il n'y a rien dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des mains levées. Je regarde. Non, je ne vois pas. Je n'ai pas l'impression. Donc, vous avez été très clairs, les filles. Bravo. Il n'y a pas de questions. Ah, bah, super. Bon, ben, je repartage. Donc, donc l'idée, c'est que maintenant, vous jouiez ensemble. Donc, on a préparé 3 petits cas, 3 petites histoires, hein. La première autour de valeurs et comment déployer les valeurs dans l'entreprise pour qu'il y ait adhésion et appropriation. Le deuxième, c'est un cas d'intégration d'une équipe commerciale qui doit se former à la façon de faire et aux outils de la structure intégrante. Et le troisième, c'est plus sur la performance commerciale de comment augmenter les vers solaires correcteurs chez un opticien. Donc, on va vous répartir. Sophie, est-ce que tu peux peut-être montrer la slide avec oui, tu as raison. La synthèse pour qu'on donne les mêmes instructions à tout le monde? On va vous envoyer des petits PDF avec cet élément-là, qui est donc un très grossier résumé de ce qu'on a essayé de vous transmettre, mais voilà, des petits rappels, et que vous pouvez, en fait, l'idée, c'est que vous identifiez les ingrédients que vous avez envie ou que vous pensez utiles dans les cas qui vous sont proposés. Et donc, il y aura ça, et puis il y aura l'explication du cas. Donc, chaque groupe, je pense que le plus simple, c'est que je mette les 3 dans le chat. Alors, attendez, je peux pas. On va les mettre dans les groupes peut-être. Donc, l'idée, en fait, c'est que on va vous mettre en groupe. On vous propose d'aller juste faire un atelier de 10 minutes. Hein, ce sera rapide. Vous allez dans le sous-groupe dans lequel vous allez avoir un cas, et par rapport à cette fiche ingrédients, c'est de se dire, de réfléchir à quelques-uns. C'est par rapport à ce cas qui vous est proposé, dans quels ingrédients de la ludopédagogie vous pourriez piocher pour porter ce sujet-là, si vous aviez à le porter. C'est bon, j'ai les sous-groupes. Hein. Et
Vous êtes 7 par sous-groupe. Je pense que c'est pas mal. Et en revanche, je vais mettre les 3 fichiers dans le chat et puis on les remettra dans les sous-groupes si besoin. Oui, je pense qu'il faudra les mettre dans les sous-groupes. Ouais. Normalement, en sous-groupe, on n'a plus accès au chat. Ouais, bah, j'ouvre les sous-groupes. On va compter 10 minutes. 47, 10 minutes et on revient pour midi ou plus tard. Ouais. Entre le temps que ça se mette en place. Voilà, et puis que vous pouvez faire une petite pause technique pendant vos sous-groupes si besoin. Et le but, c'est que vous ayez un rapporteur par groupe, qu'on fasse une mise en commun et juste à l'issue des 10 minutes et qu'on puisse enrichir derrière. Voilà. C'est parti. À tout à l'heure. C'est plutôt à vous en fait. Donc si le groupe valeur a réfléchi un peu à comment ils aborderaient ce défi en utilisant des ingrédients du jeu. On a nommé Pascal notre porte-parole. J'ai plus les images sous les yeux. Ah ouais. Ouais, on va peut-être remettre à l'écran les ingrédients, Sophie, si tu veux bien. Ouais, super. Après, je vais laisser la... Pardon? Ouais, voilà. C'est bon. Sur les choix par rapport à des valeurs, on est parti sur le lien social, la communauté, la collaboration, le sentiment d'appartenance, parce que c'est un état de fait. Les valeurs, c'est pas, on n'est pas ni dans l'effet de surprise, ni dans la découverte et l'exploration. On est parti là-dessus. La typologie des joueurs de Bartle, c'est intéressant parce que on retrouve le parallèle avec respect, passion, excellence à durabilité. Donc ça, c'est une piste intéressante aussi parce qu'on retrouve les... En fait, l'idée, c'est là, il y a 50... Ouais, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas vu le cas. Les valeurs en question, c'était Merci à Sophie, déployer. j'allais te demander justement, parce que quand on n'a pas lu le cas, on est un peu perdu. Ouais. Ah oui, c'est compliqué, ouais. Et donc, moi, j'étais plus dans l'idée effectivement, comme les couleurs, de qui est mon voisin, en fait. À partir du moment où on doit... l'objectif, c'est de mettre toutes ces valeurs en place. Qui est mon voisin et comment je connais l'autre pour mieux travailler avec lui. Donc ça, c'est le cas des couleurs, en fait. Après, je peux laisser la parole, on était parti sur l'exercice, sur un test de mime. Je ne sais plus qui avait dit ça. Je ne sais pas, Tanguy. C'était plutôt, pas un mime, c'était plutôt parce que comme une scénette de théâtre, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui tirent la carte respect, la carte une des valeurs, et qui doivent la faire deviner. En fait, on les met en sous-groupe, un groupe par valeur, et chaque groupe, mettons, qui est 7 personnes, il y a 2 personnes qui doivent faire une scénette de théâtre représentant la valeur respect, et les autres doivent deviner. Et donc, chaque groupe fait ça pour sa valeur. Et ensuite, ce qu'on disait, on se disait, bon, bah, ok, ça, c'est que le début, c'est-à-dire qu'ils ont découvert la valeur, mais comment on fait pour se l'approprier derrière? Et on se disait qu'il pourrait y avoir un deuxième temps ensuite, une fois qu'ils ont découvert, ah ben là, c'est la valeur respect, là, c'est la valeur durabilité. Et ben maintenant, on va échanger dans le groupe pour savoir, par exemple, est-ce que chacun peut faire un tour de table et donner un exemple de la valeur respect qui a été utilisée la semaine dernière dans le cadre de l'entreprise. Et partage d'exemples différents pour s'approprier comme ça la valeur de l'entreprise. Et ensuite, je suis en train de penser, mais ça, on n'en a même pas dit, c'est que là, c'est de travailler sur une valeur, mais pour que les 4 valeurs soient appropriées, il faudrait faire un autre jeu derrière pour s'approprier les 4. Super. Il a retranscrit à peu près ce que le groupe a dit. Merci Laure. D'autres réactions? Ouais, super. Peut-être si vous voulez des réactions. Oui, effectivement, Pascal, c'est le lien social et tout. J'exclurais pas complètement l'idée de surprise
et de découverte. Parce que dans l'appropriation, donc ça c'est des cas concrets. Hein, donc, en l'occurrence, ce qui a été fait, c'était des petits carrés avec la valeur imprimée qui étaient cachés dans les bureaux. Les gens devaient d'abord retrouver tous ceux qui avaient la même valeur, donc c'était cross équipe. Une fois qu'ils s'étaient tous retrouvés, et effectivement, ils étaient 7, 6, 7, ils devaient, c'était pas le mime, mais c'était très proche, créer une photo, un tableau humain pris en photo pour illustrer la valeur. Ces photos étaient ensuite affichées. Et il y avait aussi un système de vote qui avait un impact sur un truc caritatif. Donc, la photo qui avait le plus de votes était associée, je ne sais plus exactement, mais donc, on voit bien qu'il y avait ces éléments de mise en commun, essayer de connaître son voisin via peut-être un peu de surprise, retrouver les autres et réflexion ensemble, créative sur comment on représente ensemble la valeur. Et puis, un deuxième temps, comme tu l'as dit, Laure, de rappel, être sûr d'avoir couvert toutes les valeurs et se les approprier au travers du vote sur les photos. Ah oui, tiens, je comprends ce qu'ils ont fait, je comprends pourquoi ils représentent la passion de cette façon-là, etc., etc. Et puis ce qu'on espère aussi, c'est que ça crée des liens entre différentes équipes qui se poursuivent au-delà des quelques semaines ou des quelques jours sur lesquels se déroule le jeu. Moi, ce que je rajouterais, ce que le jeu peut permettre en y mettant évidemment toujours le cadre de confiance autour, c'est aussi c'est d'aller chercher derrière la valeur, effectivement, comment ça s'exprime et autres, mais d'aller chercher la contre-valeur, c'est-à-dire qu'est-ce que ça n'est justement pas, et parfois d'être capable, avant d'avoir cherché l'expression dans l'entreprise, d'avoir essayé de travailler les contre-valeurs pour justement que ce soit les warnings de là, quand on est dans ces comportements-là, on n'est plus dans nos valeurs. C'est toujours un peu le côté, la part d'ombre peut être intéressante à aller chercher aussi et peut être amenée par il peut y avoir, par exemple, dans le cas de ce que Sophie nous dit, il peut y avoir les valeurs qui sont à chercher quelque part, ce qui est sur une couleur de carte, par exemple, et les contre-valeurs peuvent être sur une autre couleur un peu plus sombre, un peu moins joyeuse, on va dire, et effectivement d'essayer de trouver qu'est-ce qui va avec quoi et où les faire imaginer par les participants, mais en fait, comme vous l'avez déjà bien proposé, les rendre acteurs. On va passer au… Merci à vous. Merci. Au deuxième cas, je ne sais pas du coup, l'équipe numéro 2, si vous avez pu réfléchir un peu. Donc là, il s'agit d'intégrer des nouveaux commerciaux et de les former aux nouvelles procédures et aux nouveaux outils. Donc, je vous laisse la parole. Je crois qu'il y avait Valérie. Mais si vous n'avez pas pu, ce n'est pas grave. Hein. Si, on a pu. Hein. On a pu, mais on est allé très vite puisqu'on on n'était que 3, on a eu le sujet assez tardivement, mais on passait à quelque chose peut-être par sous-groupe, genre un rallye, où donc en mélangeant les intégrés et les gens de la société qui a acheté, et ce rallye où chacun doit d'abord se découvrir, mais également, via le rallye, trouver des éléments de stratégie commerciale, des éléments sur le client, des éléments sur les procédures en place. Voilà. Donc, faire découvrir la société nouvelle, se découvrir les uns les autres et peut-être lier ça, puisque c'est des commerciaux, avec système killer, avec des récompenses au plus rapide, des choses comme ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai résumé. Si, super. J'ai bien résumé. Super. C'est presque trop facile. Effectivement, killer, oui. Peut-être pas que. Pensez qu'il y a peut-être des moins killers. Moi, j'aime beaucoup l'idée du rallye, en fait, hein, qui va satisfaire aussi ce côté épreuve, challenge, et tout en nécessitant un peu de collaboration. C'est bien.
ouais, la relation de mentoring aussi voilà, de grand frère, elle peut être intéressante. Là, ce qu'on avait fait en l'occurrence, c'était un jeu de plateau avec parce que c'était très, très centré outils, mais non, super idée du rallye. Si Françoise ou Non, quelqu'un c'est très d'autre a bien. des J'aime questions. beaucoup. J'achète. Merci à vous. Et donc, enfin, tac, tac, dernier cas. Donc, c'est voilà, bon chiffre d'affaires. En revanche, voilà, on a envie d'augmenter la part des verres solaires. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour motiver les équipes comme voilà. Donc, je laisse la parole à, je ne sais plus qui était dans le groupe 3. Je veux bien prendre la parole, mais on était 4. D'accord. On est parti. Oui. Vas-y, pardon. On n'a pas réussi réellement à construire un jeu. On était en début de réflexion sur le sujet en se disant qu'il serait sûrement opportun, compte tenu de la typologie du personnel dans un magasin d'optique, d'avoir une partie de collectif où chacun regarde les cas de vente qu'il va faire sur la lunette solaire, de vue solaire, partage d'informations. Donc là, on est vraiment sur la communauté et l'échange d'informations. Et puis, pour booster les ventes, on a pensé classement de vente. On a imaginé également le mime pour comprendre ce que c'est qu'avoir ce type de lunettes et se trouver dans tous les types de situations. Par exemple, au moment où on arrive dans un tunnel, qu'est-ce qui se passe avec ces lunettes et quel peut être le geste de la personne? Est-ce qu'elle les jette sur le siège arrière? Est-ce qu'elle les pose où et comment? Et de se retrouver dans toutes les situations et mimer les situations pour trouver les arguments et les contre-arguments. Génial. Non, très bien. C'était le but, hein, vraiment d'explorer, d'identifier. Tiens, ça pourrait marcher, ça pourrait pas marcher. Peut-être un élément que vous avez négligé ici, c'est vraiment l'aspect visuel. C'est-à-dire où est-ce qu'on place, parce que il faut que les commerciaux ils aient envie de vendre des solaires et puis il faut que les clients du magasin ils les voient les solaires. Donc où est-ce qu'on place les verres? Comment on réfléchit peut-être aussi à l'espace, à l'architecture? Comment est-ce que peut-être en plus du classement, il peut y avoir quelque chose de très visuel qui représente la progression d'équipe. Tiens, peut-être qu'il faut réfléchir à ce serait quoi la récompense voilà, d'avoir atteint 10% du chiffre d'affaires ou que sais-je, et qui ait du sens pour l'équipe et jouer, je pense effectivement, avec un côté individuel de classement, mais ce côté d'équipe. Et je trouve que les jeux de rôle pour mimes, enfin les mimes, c'est super intéressant. Super intéressant. Merci. Sophie, je crois qu'on va pouvoir passer aux questions. Ouais. Juste peut-être pour conclure, des éléments importants que vous avez tous fait intuitivement, c'est qu'il faut toujours réfléchir à oui, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif et qui sont les gens qui sont là avant d'imaginer quoi que ce soit comme mécanique en fait. Hein. L'intention et les objectifs. Alors, on a une question dans le chat de Pascal. Pascal, je te laisse la parole du coup. Peut-être enlever le partage d'écran, comme ça on se verra mieux. On se verra mieux, ouais. Voilà, super, merci. Donc en fait, j'ai une entreprise de 900 salariés, c'est de la restauration rapide. On a 52 sites, on a pris comment dire, on est en intégré, on fait partie des rares entreprises qui n'ont pas fait de franchise ou qui ont arrêté la franchise, bref. Et donc moi j'ai 60 ans, je joue à Horizon, j'en suis à Horizon 2, je suis un fan de jeux. J'ai fait tout ce que tu as présenté tout à l'heure, j'ai commencé par Tomb Raider, etc., Assassin's Creed, et je joue encore au jeu. Et j'avais l'idée de transposer
ce que j'aime bien dans la progression, les badges, les difficultés, tu passes pas une étape avant d'aller à l'étape supérieure. Donc, je fais pratiquement 18 métiers dans mon domaine et je voulais créer une carte de formation, c'est-à-dire qu'au tout plus petit niveau, tu vois l'étendue des formations du groupe et de voir, donc c'est vachement ambitieux, hein, et de voir toutes les possibilités, quitte à être directeur de région, de voir tout le schéma tactique de l'entreprise et de pouvoir progresser en parallèle, comme prendre des armes, se renforcer, être moins, etc. Donc, je me dis, si je fais appel à un éditeur, ça va me coûter des millions de dollars ou d'euros. Et c'est pour ça que, comme tu as travaillé dans cette partie, je pense que ça, bon, c'est sûrement too much, mais il y a un entre-deux qui m'intéresserait et donc de badger les équipes. Avec une double, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'avec une double objectif, en fait, on peut évoluer soit par le biais du management, mais pas que, mais on peut être très, très fort dans son domaine. Et ça, il faut du feedback là-dessus. Et je trouve qu'on a trop, moi, ça fait 35 ans que je fais ce métier-là, on est trop allé sur les pistes de management, alors qu'on a des piliers dans nos boîtes qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas obligatoirement bien évolué, mais qui ont de l'or dans les doigts et qui font des choses extraordinaires et qui ne sont pas obligatoirement dans l'évolution, que ce soit dans les grilles, etc. quoi. Donc ça fait 3 ans que je suis là-dessus, mais je ne sais pas comment démarrer, très honnêtement. C'est ambitieux. Juste sur les badges, oui et non. Je pense que l'idée de montrer la progression possible et l'éventail des possibles, c'est super. Il faut que ce soit visuellement bien léché et tout ça. Les badges, il faut qu'ils soient signifiants parce que le badge, j'ai ouvert la porte, voilà. Donc, j'exagère, mais et pour ça, je pense que le mieux, en fait, c'est d'engager sur la définition des badges. C'est quoi d'engager les équipes sur c'est quoi les grandes compétences qu'on veut avoir et du coup, comment on décline ça en badge. Et à mon avis, une bonne inspiration, c'est quand même les scouts, hein, le badge je pense qu'ils choisissent. Et encore une fois, c'est un choix meaningful, c'est un choix qui a du sens. Ils choisissent et donc parce qu'ils ont choisi d'être le cuistot, voilà, on ne leur impose pas, c'est eux qui choisissent. Et peut-être c'est eux-mêmes qui construisent le parcours d'expertise. Voilà. Les scouts. Ouais, je ne sais pas, c'est ce qui m'est venu là, mais parce que je trouve qu'il y a bien ce côté défi que je me lance à moi-même et pas forcément trop scolaire. Non, parce que là, tu es sur le volontariat, en fait. À partir du moment où tu as, comme le jeu d'ailleurs, tu as un parcours en place et ça peut t'orienter, ça peut faire du transverse. Après, il y a le fait de te perfectionner dans ce que tu fais, puis il y a le fait aussi d'accueillir des gens pour les former. Donc là, ça veut dire que tu es… donc là, c'est une autre capacité. C'est une autre branche. Exactement. Et là, c'est encore après, on peut en discuter en privé. Off, ouais, c'est ambitieux. En tout cas, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai ça en tête et je crois énormément. Donc, je crois énormément à ce que vous avez présenté, bien évidemment, aujourd'hui. Pour rejoindre à votre discussion, là, Pascal et Sophie, je suis très impliquée dans le scoutisme, justement. Donc, en fait, ils ont des pistes. Les enfants ont fait passer des pistes. Je vais être infirmier, je vais être intendant. Et alors, en fonction de l'âge, tu as des niveaux de pistes qui sont différents parce que l'oufto, c'est quelque chose et aux éclaireurs, c'est autre chose. Et une fois que tu as un certain nombre de pistes, tu as des étoiles et qui pourraient correspondre à du management, ce que tu disais, Pascal. Parce qu'à partir du moment où tu as déjà, je ne sais pas quoi, infirmier, le breulage, le bricolage et tout ça, en fait, tu finis par avoir un certain nombre de pistes qui te permettent d'avoir 1 étoile, puis 2 étoiles, puis 3 étoiles et qui font que tu prends des niveaux de management et sur autre chose. Surtout qu'on mélange des outils à disposition et de la pratique, toujours les deux. Tu as des indispensables chez nous, sont des outils, comme le permis bateau. Hein. Et d'autre côté, il y a de la pratique. Donc, au bout d'un moment, quand les liens sont bien faits, effectivement, tu as une étoile supplémentaire. Oui, valorisation des acquis par l'expérience, un peu aussi. Exactement. Une espèce de VAE à l'intérieur. Après, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'il y a un socle de connaissances à avoir, ce que je comprends. Il y a un socle de compétences à avoir. Et après,
il y a des compétences supérieures qui vont faire qu'il va y avoir une transversalité qui va aider les autres. Oui, Donc, complètement. et le fait de donner à l'autre ça mène à soi un enrichissement personnel. Exactement. Ce sont Voilà. des compétences qui sont valorisées. Ouais, c'est Sachant ça. qu'on recrute 500 salariés par an, donc on est sans arrêt en Ouais. train de réapprendre, former, accueillir, Ouais. etc. Ouais. Donc, Ça veut dire que la vous avez mécanique des serait experts. complètement adaptée. Vous Pardon? avez identifié des experts transverses dans l'entreprise qui viennent former les autres. Ouais. Oui. Et qui ont un reward particulier, du coup, un reward dans le sens que ce soit, comme on disait tout à l'heure, Nous, on a tangible. des référents. Nous, on a déjà des référents et des experts. On a des ambassadeurs. On a déjà tout un… Ouais. Mais c'est plutôt… Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment y arriver. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parlais de cette carte, que ça soit extrêmement transparent et de dire, bah voilà, le jeu de patapin, entre guillemets, l'enseigne s'appelle patapin, le jeu complet, c'est ça, et comment tu peux arriver à aller dans tel ou tel domaine. Et de créer un parcours avec des difficultés. J'aime bien l'idée de difficulté, c'est que tu ne vas pas être tout de suite chef ou peu importe, mais en tout cas, tu as des étapes. J'aime bien l'idée des étapes, tu peux redescendre, remonter, etc. Passer par la droite, par la gauche, tu te débrouilles. J'aime bien l'idée. Et pareil, la difficulté, donc dans les jeux, il y a toujours, enfin dans les jeux vidéo, très souvent, il y a le choix du niveau de difficulté au départ. Aussi. Et ça, c'est pareil, c'est un choix engageant. Exactement. C'est OK, je me sens fort, j'y vais, quitte à le ramasser, entre guillemets, ou je préfère être prudent. Ça, c'est très important pour la formation, ce que vous avez dit sur le fait qu'effectivement, on ne cherche pas à obtenir que ce soit la bulle sécuritaire du départ. Donc ça, moi, je m'occupe de la marque employeur. Donc là, on est sur le onboarding avec des outils. Et effectivement, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a des connaissances, il lui faut 3 personnes pour faire la même chose, en fait. Donc, on ne peut pas demander la même productivité au départ. Tout ça, c'est important. Et le côté du droit à l'erreur, bien évidemment. Donc, en tout cas, j'ai conscience de tout ça, mais il faut le mettre en œuvre. Courage. Voilà. Ce que j'entends dans ce que tu dis, Pascal, aussi, puis avec cet effet 2, c'est de créer du désir, en fait, quelque part. Oui. J'adore le volontariat. J'adore l'idée d'avoir un parcours. Et je ne m'attendais pas, je ne pensais pas que ça pouvait être ouvert à moi. Et de se dire, bah, après tout, donc ce seraient des gens qui s'inscriraient, en fait. Je ne peux pas transformer 900 salariés en patrons. Ça serait complètement… Parce que le jeu, on peut tous gagner n'importe quel jeu. Mais on ne peut pas tous être… Mais par contre, ça crée du désir, de l'envie, et puis on voit le parcours, en fait. Au moins, on sait que ça existe. Oui. J'aime bien cette idée-là de cette espèce de cartographie, déjà, dans un premier temps, de tous les parcours professionnels qui sont à votre disposition, en fait. Et petit à petit, sacré boulot. Ouais, non, mais voilà, c'est ambitieux. Je vous en parle parce qu'on est complètement dans la thématique. Ouais. Merci Pascal pour ton témoignage. On avait un cas réel, en fait. On ne savait pas. D'autres questions avant qu'on termine? On a encore 5 minutes. Vraiment, il n'y a pas d'autres questions. Françoise, Sophie, est-ce que vous voulez dire un petit mot de conclusion avant qu'on se quitte? Je te laisse, Françoise, j'ai assez parlé. Christine. Oui, s'il te plaît, Françoise. Est-ce que vous avez eu des cas concrets d'une résolution d'un problème dans une entreprise via votre jeu, un jeu? Et quel type de cas concret vous avez pu solutionner, s'il vous plaît? C'est spécifiquement pour Françoise, hein, Christine, je crois que tu as dit au début. Non. Pardon, d'accord. Non. Parce que je crois que les cas qu'on a vus, c'était des cas réels. Oui, allez-y, Sophie, Françoise. Oui, c'était des cas réels. Qu'est-ce que vous avez solutionné? Alors après, c'est une question de quand on mesure et qu'est-ce qu'on mesure. Mais effectivement, dans le cas de l'intégration des commerciaux, il y avait l'utilisation de l'outil Salesforce qui était très basse avant et puis qui a commencé à décoller. Et voilà. Dans les valeurs, il faudrait y retourner quelques années après pour voir si de quelle façon ça a pris. Et les verres optiques, ils sont en train de mettre quelque chose en place. Donc, je ne sais pas. Et après, d'autres exemples,
on avait au départ avec Françoise, on avait 25 exemples à partager. Il y a aussi tout ce qu'on appelle le nudge, qui sont des petites incitations. Alors c'est pareil, il faut faire très attention, mais par exemple, surtout en ce moment, designer autour des interrupteurs une petite usine qui fume, eh ben, c'est rien du tout, mais c'est un petit mécanisme qui fait qu'on va penser à éteindre la lumière. Donc après, la mesure, elle est difficile, mais la solution de problème via ces petits mécanismes, oui, ça marche. Et moi, je te ferai une réponse un petit peu à côté, Christine. Alors, il y a effectivement, il y a le côté, là, comme je dis, moi, j'ai fait le choix de vous présenter jeux de cartes, jeux de plateau, parce que c'était plus facile à présenter dans ce genre de format. Parfois, quand on va être sur quelque chose qui se joue plus sur l'humain, il va y avoir vraiment des jeux qui engagent physiquement et émotionnellement en tirant le fil. Et quand on est sur du problème, alors après, c'est du cas par cas. Alors, et on n'est pas exactement, on n'est plus dans la ludopédagogie, la gamification. Moi, je suis praticienne en Lego Serious Play. Et là, on va au travers, on est vraiment avec le Lego Serious Play, on est dans la métaphore, c'est-à-dire qu'on va réussir à représenter le système de l'entreprise ou des systèmes pour montrer ce qui dysfonctionne sans aller en direct tacler sur les personnes, prendre du recul, être dans la métaphore et du coup prendre cette forme de hauteur qui font qu'on va pouvoir traiter des problèmes. Le Lego Serious Play, il est un peu à côté du thème qu'on a cité aujourd'hui, si ce n'est qu'il y a quand même un espace sécurisé pour se parler, se dire les choses. Il y a quelque chose dans le kinesthésique qui fait qu'en construisant par les mains, ça amène de la compréhension au cerveau. Et il y a une possibilité de partage, moi j'appelle un peu de catharsis, de pouvoir se dire les choses parce qu'on les a construites physiquement et qu'on va donner un sens qui permet de... Et j'en ai volontairement pas parlé aujourd'hui parce que pour moi, on n'est plus dans la gamification, la ludopédagogie, on est sur l'utilisation d'un support qui déplace et permet de dire les choses et de prendre de la hauteur par rapport à des problèmes. Donc voilà, c'est plutôt la réponse que je ferai à côté, moi. Et Françoise, oui. Moi, en qualité d'expert, je suis souvent invitée à des co-développements et je n'ai jamais entendu parler de ce jeu. D'abord, félicitations, c'est vraiment fantastique. Et il faudrait le faire savoir, ça. Oui, alors, avec le temps, peut-être que, en fait, c'est vrai qu'on a créé notre bac à sable, c'est un laboratoire d'intelligence collective. On a sorti Tilt, qui est notre première chose, et notre but, c'est pas d'être éditrice de jeux, donc c'est vrai qu'on y va progressivement. On y va progressivement. Merci pour ton retour, en tout cas, Michel. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir conclure. Il me semble qu'il n'y a plus d'autres questions. Je ne vois pas de main levée. Donc, Françoise, tu as un petit mot de la fin, puisque Sophie te passait la balle. Alors, je vais vous demander juste de remettre vos caméras à tous. Juste pour terminer, on n'est pas très nombreux, on se voit tous en plus sur l'écran. Et allez peut-être par un signe, un geste que vous avez envie de dire pour se quitter. Enfin, en tout cas, merci à vous. C'était un bon moment. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, juste un petit signe les uns les autres pour se dire au revoir. Quelque chose justement dans le cœur, dans le corps. Moi, je fais ça. Merci à toutes les deux. Bonne fin de Merci. journée, bon appétit à bientôt. Salut Merci Florence. le mois prochain. Salut Françoise. Au revoir. Au revoir à tous.